J'ai racheté le château de ma famille pour exactement ce qu'il m'avait coûté. Pas un centime de plus. Ils n'ont rien vu venir parce qu'ils ne m'ont jamais vraiment regardé. Je suis architecte associé chez Moreau et Associés à Paris. Je signe des contrats à 7 chiffres. Je ne travaille pas pour être aimé. Je travaille pour être irréfutable. Tout a commencé un dimanche de 2013, autour d'un déjeuner sur l'île Saint-Louis. Mon père a posé la nouvelle sur la table entre le saumon et le soufflet. Le château de Vauclair allait être vendu. Une phrase, froide, formulée comme un constat général. Pas une demande, pas un regard dans la direction. J'ai entendu ce qu'il n'a pas dit. Personne dans la famille ne peut le sauver. Mon frère Thibault était sur son téléphone. Il n'a même pas levé les yeux. Ce jour-là, j'ai compris une chose définitive. La loyauté familiale n'existait pas dans cette maison. Il y avait des gens qui produisaient de la valeur et des gens qui la consommaient. J'avais découvert dans quelle catégorie j'avais été classée depuis le début. J'ai noté quelque chose dans mon carnet, puis j'ai appelé mon avocate. L'illusion était morte. Le plan, lui, venait de naître. J'ai investi 4 millions d'euros. Personne n'a demandé comment. Ma mère appelait chaque vendredi. Pas pour prendre de mes nouvelles, pour me donner des instructions sur les tapisseries du petit salon, des préférences sur les boiseries, des opinions sur les enduits, des préférences sur un château qu'elle n'avait pas sauvé. J'écoutais, je notais, je raccrochais. Mon père téléphonait le dimanche soir. Sa voix avait le ton d'un client insatisfait. Où en est la tour nord? Pourquoi la chapelle prend autant de temps? Je répondais avec des chiffres précis. Il raccrochait sans dire merci. Je l'avais prévu. Thibault, lui, ne prévenait jamais. Il apparaissait 3 fois par an, toujours avec des valises et une amie différente. Il ouvrait les portes comme on visite un hôtel. Il laissait des verres sur les parquets neufs. Il utilisait ma bibliothèque pour ses appels d'affaires. Jamais un mot, jamais une question sur le coup. En novembre 2018, il posta une photo de la grande galerie sur Instagram. 42 000 abonnés. Légende, notre magnifique demeure familiale, un trésor du Val-de-Loire. Aucune mention de ma signature. Aucune mention des 3 ans de chantier. Aucune mention des 2 millions déjà dépensés. J'ai vu le poste à 22 heures. J'ai ouvert mon tableur. J'ai ajouté une ligne. Date, heure, capture d'écran archivée. J'ai enregistré. J'ai fermé l'ordinateur. Le lendemain, j'étais sur un chantier à la Défense à 7 heures. Il y avait une conviction dans cette famille, profonde, silencieuse, jamais formulée. Ma réussite leur appartenait par défaut. Mon argent était une ressource commune. Mon travail sur le château était un tribut filial normal. Je les laissais croire cela. J'analysais, je documentais, je patientais. Une araignée ne court pas après ses proies. Elle vérifie la solidité de ses fils. Entre 2013 et 2022, j'archivais tout. Chaque appel de ma mère sur les tapisseries. Chaque visite de Thibault sans invitation. Chaque post Instagram qui s'appropriait mon travail. Chaque dimanche soir où mon père m'appelait comme un employeur appelle un prestataire. Je souriais quand il le fallait. Je signais les chèques. Je ne montrais jamais rien. Ce n'était pas de la patience passive. C'était de la construction active. Chaque humiliation documentée devenait une pièce du dossier. Chaque présomption enregistrée devenait une preuve de caractère. J'avais une hypothèque de premier rang. J'avais 92 pages d'archives. J'avais une avocate qui ne dormait jamais vraiment. Je n'attendais plus qu'une chose, qu'ils aillent assez loin. Ils allèrent plus loin que prévu. La demande arriva un mardi de novembre 2022, par téléphone. Pas un courrier officiel, pas une réunion chez le notaire,
Un simple appel, comme si la formalité rendait la chose plus facile à digérer. C'était mon père. Sa voix était différente ce soir-là, moins autoritaire, quelque chose d'inhabituel dans sa fréquence, de la douceur calculée, le ton d'un homme qui a besoin de quelque chose et qui n'a pas l'habitude d'avoir besoin. Thibault avait des dettes, pas des petites dettes. Un investissement immobilier à Monaco, mal structuré, englouti dans un procès d'honneur judiciaire. 600 000 euros, un créancier professionnel, un délai qui courait. Mon père avait les chiffres. Il avait analysé les options. Il n'avait pas les liquidités. L'appartement du quai d'Anjou était hypothéqué. L'épargne était insuffisante. Thibault, lui, n'avait rien. Puis il dit cette phrase. Nous pensons que tu pourrais avancer la somme. Tu as les moyens. C'est pour la famille. J'ai senti le nœud familier se former dans la gorge. Ce nœud que j'avais appris depuis 20 ans à identifier sans lui laisser de prise. J'ai pris une inspiration lente, invisible au téléphone. Pour la famille. Cette formule. Il l'utilisait depuis toujours pour désigner ce qui m'incombait. Jamais pour désigner ce qui m'était dû. Jamais pour Thibault, qui vivait de l'argent de notre père. Jamais pour mes parents, qui occupaient mon château sans participation financière. Uniquement pour moi. Uniquement quand ils avaient besoin. J'ai répondu, je note, je reviens vers toi. J'ai raccroché, j'ai ouvert un document vierge. J'ai écrit, date, heure, montant demandé, formulation exacte, contexte. J'ai sauvegardé le fichier dans 3 endroits différents. Puis, j'ai appelé Maître Fantôme. Abonnez-vous, car ce que j'ai fait ensuite prouve que je ne suis pas la victime ici. Dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez, parce que ce refus a déclenché une séquence que personne dans cette famille n'avait anticipée. Et ce récit constitue la preuve que ma réaction fut, à chaque étape, une mesure d'autodéfense parfaitement légale. J'ai refusé de payer les dettes de Thibault. Un refus net, formulé par écrit, envoyé par Maître Fontaine, avec traçabilité officielle et date certifiée. Ma famille vécut cela comme une trahison. C'était pour moi la première décision parfaitement logique de notre relation. Ce refus eut une conséquence directe. Mon père comprit que je savais dire non. Ce qu'il ne comprit pas, ce qu'aucun d'eux ne comprit, c'est que leur réaction à ce refus m'importait davantage que le refus lui-même. Ma mère ne me rappela pas pendant 2 mois. Thibault m'envoya un message de 3 lignes, acerbe et accusateur. Mon père m'écrivit une lettre formelle, me rappelant mes obligations envers la lignée familiale. J'archivai tout. La lettre rejoignit le dossier de Maître Fontaine. Le château était restauré. L'hypothèque était publiée. Thibault avait des dettes. Mon père allait fêter ses 80 ans. Les pièces étaient en place depuis 11 ans. Il suffisait d'attendre le dernier mouvement. Ils l'exécutèrent eux-mêmes. Le lendemain du refus, ma famille enterra mon nom dans ses conversations. Je ne l'appris pas par eux. Je n'en avais pas besoin. Je le sus parce que le silence est lui-même une information. Il a une texture, une durée, une signification précise. Mon père ne m'appela pas le dimanche suivant. Ma mère n'envoya pas de message. Thibault, lui, m'écrivit 3 lignes acerbes que j'archivai sans répondre. Il croyait me punir. Il m'offrait la paix. J'utilisai ces semaines pour travailler. J'ouvris l'ensemble du dossier Vauclair sur ma table en chêne. 92 pages. Chaque facture, chaque appel enregistré, chaque post Instagram archivé en capture d'écran datée. 11 ans de documents posés devant moi dans un silence absolu. J'allumai le poêle. Je versai un café. Je commençai à tout relire depuis le début, méthodiquement, comme on vérifie les plans d'un chantier avant la phase finale. Ce n'était pas de la nostalgie, c'était de la vérification. Chaque humiliation documentée avait sa date, son contexte, sa valeur probatoire. Chaque présomption enregistrée constituait une preuve de caractère claire et datée. L'hypothèque de premier rang était publiée
parfaitement opposable. La clause d'exigibilité était rédigée sans ambiguïté possible. Maître Fontaine avait fait vérifier l'acte par 3 avocats indépendants en 2013. Il n'y avait rien à corriger. J'avais construit quelque chose d'irréfutable. Il me restait à attendre qu'ils actionnent eux-mêmes le mécanisme. Je n'attendis pas longtemps. En janvier 2024, l'invitation arriva par courrier postal. Papier ivoire, blason de Vauclair gravé en relief. 80e anniversaire de mon père. 60 invités. Le château en décor. L'invitation était signée de la main de ma mère. Je la posai sur mon bureau. Je la relus 2 fois. Puis, je composai le numéro de Maître Fontaine. Mangez. Je veux que vous prépariez la mise en demeure formelle. Montant actualisé au 23 février, intérêt inclus. Dossier complet transmis à l'étude Desroches à Tours dès le lendemain de la fête. Vous pensez qu'ils vont procéder à la donation ce soir-là? Ils vont l'annoncer publiquement. C'est leur méthode. Ils ont toujours préféré les déclarations aux actes. Ils pensent que la forme les protège. Maître Fontaine marqua une pause, brève. Je serai joignable toute la nuit du 17 février. Je raccrochai. J'ouvris mon ordinateur. Je transférai le dossier numérique complet sur le serveur sécurisé de Genève. Une copie supplémentaire par précaution. J'envoyai le fichier final à Maître Fontaine par messagerie chiffrée avec un accusé de réception horodaté. Il était 22h30. La Loire était noire derrière les fenêtres. J'y primais la dernière version de la mise en demeure. Je la relus. Je signai en bas de la dernière page. Mon prénom, mon nom, ma qualité de créancière hypothécaire. Un geste lent, sans tremblement. Je glissai le document dans l'enveloppe Kraft de l'étude. Je la posai sur le coin droit du bureau, là où je plaçais toujours les dossiers prêts à être envoyés. Il n'y avait plus rien à décider. Tout avait été décidé 11 ans plus tôt, dans un bureau tapissé de cuir bordeaux, devant un magnolia centenaire. Je restai assise encore quelques minutes dans le silence de la bibliothèque. J'éteignis le poêle, j'éteignis la lumière. Le point de non-retour n'est jamais dramatique. C'est juste une enveloppe sur un bureau. Je me suis levée à 6 heures. Comme tous les matins de ma vie, la Loire fumait dans le froid de l'aube. Les jardins scintillaient de givre. J'ai enfilé mon cachemire gris. J'ai fait du café. J'ai regardé mes mains. Elles ne tremblaient pas. Dans la bibliothèque, l'enveloppe Kraft était sur le coin droit du bureau. Elle attendait là depuis la nuit précédente. Elle attendrait encore. Les études notariales ouvraient lundi matin à 9 heures précises. Le château dormait encore. 60 invités avaient festoyé jusqu'à 2 heures. Thibault et sa fiancée occupaient la chambre d'apparat. Mes parents dormaient dans leur suite habituelle. Leur suite, comme ils l'avaient toujours dit. J'ai traversé les couloirs silencieux avec ma tasse. Lentement, sans bruit. Il y avait quelque chose de particulier dans ce silence. Pas le silence ordinaire d'une maison endormie. Quelque chose de plus dense, plus précis. Le silence de gens qui ignorent encore ce qu'ils ont perdu. J'ai posé la main sur le chambranle de la grande galerie. La boiserie était tiède. Le système de chauffage que j'avais fait installer en 2019. J'ai regardé les lustres en cristal de Bohême, les miroirs biseautés, 7 ans de chantier, 4,87 millions d'euros. Chaque détail choisi par moi. Il dormait dans ma restauration. Il respirait dans mon investissement. J'ai bu mon café. Je suis retourné au bureau. J'ai vérifié le serveur sécurisé de Genève. Dossier intact. Horodaté. Parfait. J'ai appelé Maître Fontaine à 8h30. La soirée s'est passée comme prévu? Exactement comme prévu. Votre famille? Elle dort. Il semble très heureux. Un silence bref de sa part. Professionnel. Dossier transmis à l'étude Desroches lundi matin, 9 heures. J'ai raccroché. J'ai refermé l'ordinateur. Le château allait se réveiller dans 2 heures.
Il fallait être présente, souriante, normale. C'était la dernière performance requise, la plus courte, la plus simple. J'ai regardé le parc une dernière fois depuis la fenêtre. Le condamné dort toujours mieux que le bourreau. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la mécanique. Ils descendirent vers 10 heures, le dimanche de la famille de Vauclair. Ma mère arriva la première, robe de chambre en soie, cheveux impeccables, comme si le sommeil ne la touchait pas. Elle demanda si le café était prêt, comme si c'était chez elle. J'ai souri, j'ai versé. Mon père s'installa à la tête de la grande table. Il avait la satisfaction tranquille d'un homme qui a bien dormi après un discours réussi. Il demanda des croissants sans regarder dans ma direction. Thibaut descendit avec sa fiancée. Elle portait mon peignoir en éponge blanc. Ils riaient. Ils s'installèrent sans demander. La conversation vint naturellement, sur l'avenir du château. Thibaut avait déjà des projets. Il les exposa avec l'enthousiasme d'un homme qui n'a jamais payé quoi que ce soit de sa vie. La grande salle deviendra un espace événementiel. Mariage, séminaire de luxe. Le parc est parfait pour ça. J'ai hoché la tête. J'ai bu mon café. L'aile est en chambre d'hôte, ajouta la fiancée. Un hôtel-château haut de gamme. Exactement ce que la Loire attire, dit mon père. J'ai répondu par monosyllabe. Oui, peut-être. C'est une option. Ma mère me regarda une fois, ce regard latéral qu'elle avait depuis toujours. Elle cherchait une tension dans ma mâchoire, une crispation autour des yeux. Quelque chose à lire, à exploiter. Elle ne trouva rien. J'avais eu 11 ans pour apprendre à ne rien montrer. Un dimanche matin de février n'allait pas briser cette discipline. Thibaut continua. Les projets s'accumulaient sur la table. La fiancée applaudissait. Mon père opinait avec la gravité d'un homme qui fait des donations de biens qu'il ne contrôle plus réellement depuis 2013. J'ai observé, j'ai mémorisé chaque phrase, j'ai souri au bon moment. L'enveloppe Kraft était à l'étage sur mon bureau. Le dossier de 92 pages attendait le clerc de l'étude. La clause était rédigée sans ambiguïté possible. L'hypothèque était parfaitement publiée depuis 11 ans. Il planifiait avec ce qu'il n'aurait jamais. J'ai regardé les murs de mon château briller dans la lumière du matin et n'ai éprouvé qu'une seule chose, cette certitude froide, absolue, définitive, qui n'a pas de nom dans le vocabulaire des émotions ordinaires. J'ai versé du café, j'ai souri, j'ai attendu lundi matin, 9 heures, novembre 2023. Thibaut amena sa fiancée pour la première fois au château. Cassandra, 25 ans, regard calculateur derrière le sourire d'apparat. Elle posait les questions que Thibaut n'avait jamais pensé à poser. Le dîner se tint dans la salle à manger du premier. Ma salle à manger, mes bougies, ma porcelaine de Limoges. Mon père trônait en bout de table. Ma mère disposait les serviettes avec la précision des femmes sans occupation véritable. Cassandra commença pendant le premier service. Adrienne, votre investissement ici est remarquable. Vous avez formalisé une donation à la famille ou c'est un arrangement informel? J'ai levé les yeux vers elle. Calme. Un arrangement documenté. Standard dans ce type de restauration patrimoniale. Documenté comment? Insista-t-elle. Thibaut m'a dit que les titres restaient au nom de vos parents. Un silence de 2 secondes. Mon père posa sa fourchette. J'y souris. Le sourire que j'utilisa sur les chantiers difficiles. Ni chaleur, ni tension. Exactement. C'est la structure habituelle pour ce genre d'opération. Les actes sont chez le notaire. Rien de particulier. Thibaut leva les yeux de son téléphone pour la première fois du repas. Elle a raison. C'est de la comptabilité familiale. Laisse Cassandra. Je l'ai regardé, brièvement. Il ne vit rien. Il n'avait jamais su lire les visages qui refusent de lui donner quelque chose. Cassandra, elle, continuait de m'observer. Elle avait senti une résistance.
Pas quoi précisément, juste une réponse trop lisse, trop précise. L'instinct d'une femme jeune et ambitieuse qui reconnaissait le travail d'une autre. J'ai bu une gorgée de chinon. J'ai changé de sujet avec la fluidité d'une manœuvre préparée depuis longtemps. Cassandra, Thibault m'a dit que vous travaillez dans le luxe à Monaco. Quel est votre poste exactement? Elle sourit. Elle parla d'elle-même pendant 12 minutes. Le château, les titres, l'hypothèque, tout disparut de la conversation. J'avais 92 pages de précision derrière moi. Une question de fiancée ne modifiait rien à l'équation. Après le dîner, dans la bibliothèque, j'ouvris l'ordinateur. Je notai l'heure, la formulation exacte de Cassandra, ma réponse. J'ajoutai une ligne dans le fichier d'archives. J'envoyai un message à Maître Fontaine. 3 mots. Rien à signaler. Le lendemain matin, 6h40, je travaillais dans la bibliothèque depuis 1 heure. Sur la table en chêne, la version provisoire du dossier de mise en demeure. 82 pages relues. La lettre de Maître Fontaine en haut de la pile. J'entendis des pas dans le couloir, avant que la poignée tourne. Thibault. Il ouvrit sans frapper. Robe de chambre, cheveux défaits, café à la main. Il regardait son téléphone. J'avais déjà fermé le dossier. Un geste. 1 seconde. Pas de précipitation. J'avais fait glisser le couvercle du classeur Kraft d'un mouvement de poignet. Calme, comme on tourne une page quelconque. Il leva les yeux. Tu travailles à cette heure-là? Toujours. Il traversa la pièce. Il prit un livre sur une étagère au hasard. Il le feuilleta sans le lire, comme il avait toujours fait dans cet espace qui ne lui appartenait pas. C'est quoi ce dossier? Son regard s'était arrêté sur le classeur Kraft sous ma main. Un chantier à Lyon. Réhabilitation d'un immeuble haussmannien. Rien d'intéressant pour toi. Tu travailles le week-end sur des chantiers à Lyon? Je travaille tous les jours. Il haussa les épaules. Il reposa le livre. Le travail des autres n'avait jamais eu de réalité pour lui. Mot de passe du réseau? Je le lui donnai. Il sortit. La porte se referma. Je restai immobile 30 secondes exactement. Ce n'était pas de la peur. J'identifiai la sensation avec précision, de la concentration pure. Le même état qu'un chantier en crise, quand une poutre scinde et qu'il faut recalculer en temps réel, sans montrer à l'équipe que quelque chose vient de changer. J'avais recalculé. En 1 seconde, sans trembler, je rouvris le dossier. Je repris la lecture à la ligne exacte où je m'étais arrêté. Thibault était passé à 30 centimètres de 11 ans de travail. Il avait cherché le Wi-Fi. Il était sorti. Le monde appartient aux gens qui continuent de travailler quand les autres cherchent leur connexion. Je terminai la relecture à 8h15. J'archivai le dossier. J'envoyai la version finale à Maître Fontaine avec accusé de réception chiffrée. Il restait 72 jours avant le 17 février. J'allais préparer le petit déjeuner. Le mercredi 21 février, je prenais mon café dans ma bibliothèque. Il était 9h32. Je le sais exactement. J'avais noté l'heure en ouvrant mon ordinateur. Mon téléphone vibra. Pas le mien, celui de mon père. Il avait laissé son appareil sur la table de la bibliothèque la veille. Un message de maître Desroches s'afficha sur l'écran déverrouillé. Monsieur de Vauclair, urgent. Appelez-moi dès que possible. Un dossier hypothécaire vient d'être déposé à l'étude. J'ai lu le message. J'ai reposé le téléphone exactement là où il était. J'ai bu une gorgée de café. La mécanique venait de s'enclencher. Mon père descendit 10 minutes plus tard. Il cherchait ses lunettes. Il trouva son téléphone. Il lut le message de Desroches. Je l'observais depuis ma chaise. Le léger changement dans ses épaules. La façon dont il s'immobilisa une fraction de seconde. Quelque chose ne va pas? Demandai-je. Non, rien d'important. Il sortit de la bibliothèque pour rappeler le notaire. Sa voix était encore contrôlée.
Je l'entendis dans le couloir. La conversation dura 6 minutes. Sa voix monta progressivement. Ce registre que j'avais appris depuis l'enfance à identifier comme la panique dissimulée sous l'autorité. J'ouvris mon carnet. Je notais 9h47. Desroches a confirmé réception du dossier. Réaction achevée. 6 minutes. Voix montante. Je refermais le carnet. Je terminais mon café. Quand mon père revint dans la bibliothèque, son visage avait changé. Pas dramatiquement, juste une légère contraction autour des yeux, une rigidité nouvelle dans la mâchoire, les signes d'un homme qui commence à faire des calculs qu'il n'aime pas. Il semblerait qu'il y ait un document hypothécaire sur la propriété, dit-il. Une formalité, probablement. Je règle ça. Bien sûr, dis-je. Je hochai la tête, avec l'expression d'une femme qui croit ce qu'on lui dit. Il décrocha à nouveau son téléphone. Il appela son avocat, puis Thibault, puis Desroches une deuxième fois. Les appels s'enchaînèrent depuis le salon voisin. Sa voix montait à chaque conversation. Je restais dans ma bibliothèque. Je travaillais sur un dossier de Lyon. Je répondis à 3 emails professionnels. Je n'avais plus rien à surveiller. Tout ce qui devait arriver arrivait selon le plan prévu. Il n'y a pas de satisfaction dans ces moments-là, juste la confirmation froide que les calculs étaient justes. Thibault descendit à midi. Son visage avait la couleur de quelqu'un qui a reçu une mauvaise nouvelle avant de pouvoir l'absorber. Il me regarda. Pour la première fois depuis des jours, son regard avait une acuité nouvelle. Je lui souris. Bien dormi? Demandai-je. La rupture vint à 14h. Dans la grande galerie, mon père convoqua. Le mot est juste, une réunion. Moi, lui, ma mère, Thibault. La fiancée exclue de la salle à sa demande. Il posa sur la table la copie que Desroches lui avait faxée. La première page du dossier de Maître Fontaine. Le montant était visible en chiffres noirs. 5 218 400 €. Explique-moi ce que c'est, dit mon père. Sa voix n'avait plus rien de la douceur calculée du mardi soir. C'était la voix du prétoire, froide, exigeante, habituée à obtenir des réponses. C'est la garantie hypothécaire de mon prêt, répondis-je. Standard pour ce type d'investissement immobilier. Tu nous avais dit que c'était une formalité administrative. Je vous ai dit que c'était une condition nécessaire au déblocage du financement. C'est exact. Thibault se leva. Il avait cette façon de remplir l'espace quand il perdait le contrôle. Les épaules larges, les mains ouvertes, la voix qui cherche le volume pour compenser le vide. Tu savais. Tu as tout planifié depuis le début. Je le regardais. Je ne répondis pas. 5 millions d'euros. Tu nous as prêté 5 millions en sachant exactement ce que tu ferais avec cette créance. Je vous ai financé une restauration. Le contrat était clair. Le contrat était rédigé pour nous piéger, dit ma mère. Sa voix avait le tranchant des femmes qui ont toujours préféré le venin à la confrontation directe. J'ai regardé les 3 visages autour de cette table. Mon père, dont la respiration s'était accélérée de façon visible. Ma mère, dont les mains serraient le dossier comme si le papier pouvait la protéger. Thibault, debout, les poings fermés, parfaitement inutile, comme il l'avait toujours été.